J'accueille devant notre commission d'enquête M. Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, qui a accepté de faire bénéficier la commission d'enquête de son expérience. Monsieur le ministre, je vous remercie au nom de notre commission d'enquête de votre présence parmi nous cet après-midi. Un questionnaire vous a été préalablement transmis par notre rapporteur, M. Florent Boudié. Évidemment, nous aurons l'occasion de revenir plus spécifiquement sur quelques points et nous vous serions reconnaissants si dans un second temps vous pouviez nous apporter des réponses écrites au questionnaire de monsieur le rapporteur. Alors comme vous le savez, nous nous penchons sur les événements violents du printemps en marge de manifestations, non seulement en milieu urbain mais aussi en milieu rural, à la fois sur des mots d'ordre sociaux et sur la base de discours environnementaux. Ces deux distinctions sont importantes car les ressorts des actions ne sont pas les mêmes, bien que nous ayons appris au cours de nos travaux que des passerelles existaient entre ces deux problématiques. Nous essayons aussi d'apprécier la réponse des autorités publiques sous un double prisme, celui de la préservation des droits fondamentaux d'une part et du maintien de l'ordre public d'autre part. Alors, Monsieur le ministre, avant de vous faire prêter serment comme le veut l'usage, il me revient de formuler les deux premières questions qui auront en quelque sorte vocation à introduire nos échanges. Tout d'abord, vous avez eu à connaître dans vos fonctions ministérielles des manifestations particulièrement significatives qui avaient la spécificité, dans l'épisode des Gilets jaunes, de ne pratiquement pas être organisées ni encadrées par un service d'ordre, grande différence par rapport à ce qui se pratique habituellement. Comment, dans ces conditions, le maintien de l'ordre peut-il être garanti ? Puisque d'habitude, lorsqu'il y a une déclaration préalable avec un service d'ordre mis en place par l'organisation qui déclare la manifestation, il y a en quelque sorte des échanges préalables pour faire le nécessaire pour que tout cela se déroule bien. Et donc, comment maintenir l'ordre et en avez-vous déduit le besoin de modifier le régime juridique des manifestations au-delà de ce qui avait été fait par la loi du 10 avril 2019 ? Et puis, deuxième question, à propos justement de la loi du 10 avril 2019, le Conseil constitutionnel a fait obstacle à la création d'une interdiction administrative de manifester, qui elle-même était issue de cette idée de faire un parallèle avec l'interdiction de se rendre à des manifestations sportives. Et là, le Conseil constitutionnel a considéré que le droit de manifester était un droit fondamental. Avec le recul, quel est le regard que vous portez sur cette appréciation ? Considérez-vous toujours qu'il y a en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, un trou dans la raquette ? Est-ce que le législateur devrait reprendre sa copie pour à la fois développer un dispositif juridique tout en respectant évidemment les grands principes de notre Constitution ? Alors, Monsieur le Ministre, avant de vous permettre de répondre à ces premières questions et ensuite, avant de donner la parole à Monsieur le rapporteur, puis aux membres de la commission d'enquête qui souhaiteraient évidemment vous interroger, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc si vous pouvez brancher votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, et sans tarder, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs. Je vous remercie de m'avoir convoqué, c'est la formule, cet après-midi sur un sujet essentiel. Je vais tenter, comme je l'ai toujours fait dans mes fonctions précédentes, de répondre devant la représentation nationale à vos questions. Je souhaite vous préciser tout de suite le cadre dans lequel j'interviens de vous. D'abord, vous dire que je ne suis plus ministre de l'Intérieur depuis 3 ans et que certaines questions qu'on a évoquées dans le questionnaire qui m'a été envoyé relèvent directement du ministère de l'Intérieur et je ne suis pas en capacité de vous répondre aujourd'hui. Je prends l'exemple, par exemple, de l'effet du changement de doctrine de 2020. Évidemment, c'est une évaluation qui doit être faite par les services du ministère de l'Intérieur, mais je pense que ceux-ci se prêteront bien évidemment à l'exercice pour vous éclairer.
Et de la même façon, je voudrais vous préciser, même si je crois beaucoup l'ont noté, ma vie politique s'est arrêtée il y a un an. Et donc, je n'entends pas me prononcer aujourd'hui sur le champ politique. J'ai veillé depuis un an à ne pas avoir d'expression publique sur ces différents sujets. Et donc, dès lors que ma parole n'est plus celle d'un responsable politique en activité, il ne m'appartient pas, mais ce n'est pas le sens de vos questions, de me prononcer, par exemple, sur les rassemblements intervenus entre le 16 mars et mai 2023. Mais je voudrais, pour rebondir sur vos questions et plus globalement sur vos travaux, j'ai écouté de nombreuses auditions que vous avez faites et qui étaient ouvertes à la presse ou au public pour préparer notamment cette réunion de maintenant. Je voudrais évoquer devant vous à la fois l'évolution du cadre du maintien de l'ordre et les violences émanantes des groupuscules activistes. Il me semble que c'est deux sujets qui ont beaucoup tourné dans vos travaux, sur lesquels je peux vous apporter un regard fondé effectivement sur cette expérience. D'abord, Monsieur le Président, vous m'avez interrogé sur le cadre du maintien de l'ordre, et je voudrais vous dire combien, au fond, j'ai le sentiment que la polarisation très médiatique du moment entre soutien et détestation autour des questions de l'ordre est simplificatrice à l'excès. La réalité est souvent plus complexe et c'est jamais une affaire de camp aux mains de tel ou tel extrême qui s'oppose et que ça doit appeler une sorte d'intelligence collective minimale qui permet justement d'avoir une réponse adaptée aux situations, et les situations sont rarement les mêmes. Dans le cadre de mes fonctions, avec Laurent Nunez, que vous avez, je crois, auditionné, nous avons eu à connaître de nombreuses manifestations. Évidemment, les Gilets jaunes, mais avant, il se trouve que quelques jours après notre prise de fonction, dès le 11 novembre 2018, l'organisation du premier Forum mondial pour la paix par le président de la République, qui avait réuni à Paris 72 chefs d'État et de gouvernement, avait été l'occasion d'une mobilisation de la mouvance d'extrême gauche qui avait décidé d'agir. Et puis, un mois plus tard, vous l'avez rappelé, a débuté le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, ce fut 55 000 manifestations qui se sont déroulées partout dans le pays. On semble oublier ce phénomène-là, qui était que pour les forces de l'ordre, il a fallu répondre à tous les niveaux. Et en évoquant ça, je pense évidemment aux forces spécialisées, aux escadrons, aux CRS, mais aussi à la gendarmerie du village du coin qui devait faire face à des événements auxquels elle n'était pas forcément habituée. Et puis nous avons eu à connaître aussi des événements comme l'organisation du G7 à Biarritz en août 2018, qui mobilisa à l'époque l'Internationale du désordre, comme c'est le cas de façon systématique depuis Seattle en 1990. Il faut avoir à l'esprit que maintenir l'ordre, c'est, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, de votre question, maintenir un équilibre entre, d'une part, la sécurité de tous nos concitoyens, mais aussi celle des manifestants, évidemment, qui sont des citoyens actifs à ce moment-là et qu'il faut évidemment protéger, tout comme il faut protéger les biens et les institutions. Et d'autre part, la protection de la liberté, celle de manifester, de s'exprimer et de contester. Et c'est une question d'équilibre qui est toujours mouvant. Et il dépend des périodes, des pratiques, des expériences, des types de troubles auxquels les forces de sécurité intérieure, sous l'autorité des préfets, doivent faire face. Le maintien de l'ordre, et c'est une certitude, n'est jamais une chose aisée, sauf pour les professionnels des plateaux télé, mais confrontés à la réalité, c'est un tout petit peu différent. Dans certains cas, il impose le recours à la force. Bien sûr, son usage doit être proportionné à l'atteinte à l'ordre public. Mais j'insiste toutefois sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a usage de la force qu'il y aurait faute. Il faut que les choses soient claires. Le recours à la force est parfois nécessaire, et cette nécessité doit bien évidemment être justifiée en faisant un usage maîtrisé de la force ou des armes, le cas échéant, pour faire face aux violences. Et le débat qui existe dans l'opinion publique, dans le milieu politique, depuis plusieurs années sur ces sujets, est parfaitement légitime. Et l'évolution à connaître de façon presque constante, elle est légitime aussi parce que les formes de contestation changent et ont changé. Je crois tout à l'heure que vous auditionnez le préfet d'El-Puech et il a pu évoquer ces moments où le dialogue systématique, réel, entre les organisateurs des manifestations et les forces de l'ordre existait. Mais c'était autrefois. Il n'en reste plus grand-chose. Il faut même avoir en tête que quelquefois, le principe même de l'organisation partagée est refusé par nature. Et on touche, par exemple, là, une des vraies difficultés liées à la question de la désescalade. La désescalade est un principe qui doit rassembler chacun
Mais pour qu'il y ait des escalades, il faut qu'il y ait des forces de l'ordre, il faut en face un organisateur, des interlocuteurs avec lesquels on peut arriver à parler. Et souvent, ça n'est pas le cas, et en particulier quand les manifestations ne sont pas déclarées. Ce fut le cas pour 98% des manifestations que j'évoquais dans mon propos liminaire, y compris celles des Gilets jaunes. Ces manifestations à l'ancienne, excusez-moi du propos, il n'y a pas de nostalgie sur ce sujet, c'est juste un référentiel historique, avaient des interlocuteurs avec lesquels on pouvait dialoguer. Ça n'est plus le cas actuellement. En même temps, je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas de nouveauté dans la violence. Du moins, il y a une forme d'ancienneté sur ces violences-là. Depuis Seattle en 1990, il n'y a pas eu un sommet européen international sans mobilisation et quelquefois, souvent, sans violence. On se souvient aussi du sommet de l'OTAN à Strasbourg, où un quartier entier avait été dévasté. C'était en 2009. Et nous avons aujourd'hui un phénomène très régulièrement constaté de personnes ayant la volonté de commettre des exactions violentes qui s'immiscent dans les cortèges. Et même si ce n'est pas l'ensemble des manifestants, ils sont souvent victimes aussi de ces violences, c'est un phénomène que nous connaissons, c'est la technique désormais tristement célèbre des Black Blocs, qui n'est pas seulement l'apanage des mouvements d'ultra-gauche. En France, j'évoquais Strasbourg, on peut, mais vous l'avez sûrement déjà travaillé, évoquer les manifestations sur les lois El Khomri, les 1er mai 2017, les 1er mai 2018. Et on l'a vu aussi, vous avez posé la question, directement au moment du mouvement des Gilets jaunes, où certains ultra-jeunes, je reprends le vocabulaire des services de la police, leur jargon, on les a vus recourir aux techniques des Black Blocs et l'organiser, le propager de façon très systématisée. Et aujourd'hui, on voit que ça peut toucher toutes les villes et tous les cortèges. Il y a une autre mutation qui est particulièrement importante et qui a un effet sur les manifestations, c'est la diffusion des images sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information en continu. Les casseurs ont désormais une caisse de résonance et un public. Et quelquefois, même quand le mouvement est faible, ce fut très vite le cas sur la mobilisation pour les Gilets jaunes, quelques dizaines de milliers de personnes dès l'acte 3, la violence a dominé totalement l'espace médiatique qu'elle a saturé. Et donc nos forces, aujourd'hui, sont confrontées à des mouvements extrêmement violents et qui se dispersent, qui échappent à la manifestation et peuvent prendre pour cible tel ou tel bâtiment institutionnel. J'ai en tête, par exemple, la préfecture de Haute-Loire, quand elle a été incendiée par des manifestants le 1er décembre 2018. J'en tête aussi des choses plus structurées, plus organisées, des commandos qui étaient organisés le soir, la nuit, pour brûler des péages, par exemple, mais aussi des lieux de pouvoir. Dans l'évolution que j'ai eu à connaître, je voudrais évoquer la gestion de l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel vous avez pu travailler. Ça avait permis des avancées fortes en matière de maintien de l'ordre, notamment sur l'utilisation des nouvelles technologies, en particulier les drones. C'était avant l'encadrement légal de la discussion, l'annulation, puis le nouveau texte. L'utilisation de nouvelles technologies autres, la judiciarisation plus systématique, c'est un phénomène nouveau dans la gestion du maintien de l'ordre, et la judiciarisation plus systématique des individus violents, c'est des choses qu'on a eu à connaître. Et puis, il y a eu la semaine qui a suivi le 1er décembre 2018, qui a été une étape importante, au-delà du cadre légal sur lequel vous m'avez interrogé, mais où, avec Laurent Nunez, et je ne vous rappelle pas le 1er décembre, l'Arc de Triomphe, nous avons décidé de changer, dans la semaine entre le 1er et le 8 décembre, en profondeur, la doctrine d'emploi pour la rendre beaucoup plus réactive. Être réactif, ça signifie quoi? Ça signifie être en mesure d'interpeller immédiatement les fauteurs de troubles, de mettre un terme rapidement aux exactions commises contre les personnes, les biens ou les institutions. Et pour cela, on avait souhaité accroître la mobilité, la réactivité, l'autonomie aussi, la taille des groupes qui interviennent pour la gestion de l'ordre, pour faire cesser un trouble et pour répondre à ces nouveaux schémas d'organisation de manifestants violents ou aux violences systématiques que j'évoquais dans mon propos précédent. Je voudrais donner une précision tout de suite. Nous n'avons pas abandonné la doctrine du maintien de l'ordre à distance pour passer à cette doctrine de réactivité d'intervention. La doctrine du maintien de l'ordre à distance, à ce moment-là, comme dans le schéma national du maintien de l'ordre qui a été adopté depuis, reste la doctrine principale. Nous sommes seulement, dans le cas où on est confronté à des violences, sur des modalités d'intervention qui sont différentes et qui permettent d'agir. Mais en l'absence de violence,
Les forces de l'ordre encadrent évidemment les manifestations à distance, et cette règle n'a jamais évolué ces dernières années. Elle n'a pas évolué au moment où on se parle. Il y a eu une troisième évolution. Après le 16 mars 2019 et les incidents qui ont lieu sur l'action immédiate aussi des forces de sécurité intérieure. Et ça, c'est l'objectif de disloquer ces groupes à risque dès le début. C'est dans ce cadre-là que nous avons géré la crise. Après l'automne 2019, avec Laurent Nunez, on a voulu aller plus loin, réfléchir à froid à la doctrine telle que nous l'avons adaptée à partir du 1er décembre 2019. Et un travail important avait été mené avec un collectif, avec des professionnels, des praticiens du terrain, des journalistes, certaines associations comme la Ligue des droits de l'homme ou Amnesty International et, à l'époque, le Défenseur des droits. Et c'est aussi dans ce cadre, et celui du Livre blanc, que nous avions organisé au début de l'année 2020 une convention citoyenne avec des Français représentant tous les territoires de la nation, toutes les CSP, pendant plusieurs week-ends, sur la thématique du rapport entre la police et les citoyens, parce que nous savions que ce rapport était interrogé, même si ça ne met pas en cause le soutien significatif des Français à leurs forces de sécurité intérieure. C'est dans ce cadre-là qu'ont commencé à être mises en avant des choses qui ont été retenues ensuite, comme le binôme d'équipe de liaison et d'information. C'était une demande à l'époque expresse du président de la République de s'inspirer, en faisant du benchmark de pays étrangers, de la possibilité d'avoir ce cadre de dialogue. Pas toujours facile à vivre, mais je pense que c'est une bonne chose. Je parlais tout à l'heure de la judiciarisation. C'était l'intégration plus forte du dispositif judiciaire dans ces moments-là, la fiche d'interpellation ou le PV d'interpellation, je ne sais plus quel est le terme exact, qui sont des outils efficaces mais lourds en matière de gestion de l'ordre public. Dans les années que nous avons connues avant, on ne se préoccupait pas forcément d'interpeller, on se préoccupait de neutraliser les désordres, pas forcément des suites judiciaires. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes dans un rapport différent. Permettez-moi, Monsieur le Président, de basculer du coup maintenant sur les évolutions des forces radicales de notre pays. Je crois que la plupart d'entre vous ont dû lire l'excellente interview du DGSI ce week-end dans Le Monde, qui éclaire, je crois, aussi vos travaux. Et je crois qu'il est important de distinguer l'extrémisme politique de sa forme activisme. Mon premier sur l'extrémisme politique ne serait qu'un triste constat des graves dommages causés à notre démocratie par les populistes en tout genre, qui, à mon sens, ne se rendent pas compte que, en semant l'antagonisme permanent dans le débat politique, il crée, y compris au sein de l'Assemblée, que j'observe avec une certaine distance aujourd'hui, un champ de guerre qui se traduira par un champ de ruine. Mais ce n'est pas le sujet de vos travaux. Vos travaux, c'est plutôt sur la forme activiste ou la mouvance ultra, c'est-à-dire ceux qui considèrent que la violence est un moyen légitime pour faire valoir ses idées, et ceux-là sont d'une autre nature. L'activisme violent se traduit sous trois formes: les troubles à l'ordre public, l'action clandestine, l'action terroriste. Seule la première forme est le sujet de votre commission, mais si j'évoque ces trois formes, c'est parce que si l'un ne conduit pas naturellement à l'autre, dans la hiérarchie de la gravité, des liens peuvent exister. Et comme je crois que l'histoire est souvent un cycle, on a vu des extrêmes gauches extrêmement violentes qui pourraient le redevenir, même si aujourd'hui elles sont fortes, puissantes, mais pas forcément allant jusqu'à des actes d'assassinat tels qu'on a pu les connaître dans les années 70 et 80. En synthèse, la menace véhiculée par les mouvances subversives radicales tend aussi à s'amplifier depuis plusieurs années. Je crois que ce phénomène est alimenté par plusieurs facteurs, alors notamment la banalisation et la propagation dans la sphère publique de discours empreints de radicalité et d'idées complotistes, mais aussi la grande sensibilité des mouvances radicales aux crises nationales et internationales. La crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, la guerre en Ukraine sont des effets qui alimentent aussi ces radicalités-là. Nous pourrons, si vous le souhaitez, évoquer plus longuement l'influence de la vie politique ou de certains partis. Moi, je pense que la décomplexification totale de la haine raciale portée de plateau de télé en plateau télé, par exemple pendant la campagne présidentielle par Éric Zemmour, ou la conflictualisation permanente des discours de LFI ne sont sûrement pas sans effet aussi sur ces radicalités-là. Mon sentiment est que le modèle démocratique aujourd'hui est sérieusement, sauvagement, quelquefois sévèrement, contesté par une frange ultra-radicalisée de la population qui s'exprime avec davantage de virulence et apparaît désormais convaincue de l'éventuel recours à la violence pour se faire entendre. Du côté de l'ultra-droite, vous le savez, c'est une mouvance qui est éminemment composite, qui agrège des individus ici de courants
idéologiques extrêmement variées, telles que l'ultranationalisme, le néofascisme, le néo-patriotisme ou le racialisme. Mais ils se retrouvent toujours sur une idée commune, celle d'un communautarisme blanc et la peur du grand remplacement. Et la mouvance, aujourd'hui, est très fortement renforcée par les thèses conspirationnistes et complotistes. Et du coup, ça génère cette décomplexion que nous avons pu constater, par exemple le 9 mai et la manif du 6 mai, le comité du 9 mai et la manif du 6 mai, où effectivement, ils se sont affirmés comme tels pour l'hommage à Sébastien Desieux. Mais ça a été une manifestation provocatrice, mais sans débordement. Et on a vu par contre des mobilisations de cette ultra-droite qui a pris des formes de contestation beaucoup plus violentes, notamment sur les CADA. On a tous en tête Saint-Brévin-les-Pins, mais il y a eu Callac, en région parisienne, Divergel-Grignon, où on voit là les violences très présentes et monter en puissance. Je crois qu'aujourd'hui, l'ultra-droite est galvanisée et elle s'attache même d'ailleurs à lutter contre des événements qu'elle estime décadents, notamment en lien avec la communauté LGBT. On a vu leur mobilisation pour empêcher un concert de Bilal Hassani, même si sur l'ultra-droite, on retrouve les cibles classiques, le musulman, le juif, l'immigré, le franc-maçon et l'ennemi de gauche. Et c'est toujours présent aussi dans les manifestations quand il y a une confrontation. Je crois qu'en plus, il y a un phénomène qui aggrave tout cela, c'est l'influence suprémaciste anglo-saxonne qui pousse l'attrait vers les armes à feu et qui donne plus de dangerosité encore au phénomène. On a vu Frédéric Limiol, en 2020, s'emparer d'un fusil automatique et d'un Glock et tuer 3 gendarmes, qui aujourd'hui, je le dis, est au panthéon de l'ultra-droite, malgré le caractère insupportable de ce qu'il a fait. L'ultra-gauche, elle, est aussi très éclectique, mais elle se rassemble dans une volonté forte de s'opposer à l'État. On sait bien que les menaces, on est sur un schéma plus classique, les menaces véhiculées par l'ultra-gauche relèvent essentiellement de l'ordre public et concernent en principe plutôt l'atteinte aux biens qu'aux personnes, malgré toujours une volonté inébranlable de taper les militants d'extrême droite si l'occasion se présente. Les activistes d'ultra-gauche ont des méthodes différentes, qui cherchent à se greffer à des manifestations qu'ils sont en général incapables d'organiser, et ils cherchent à les pénétrer dans le but de les radicaliser, de les faire dégénérer dans une perspective insurrectionnelle. Depuis le début des années 2000, on l'a vu à plusieurs reprises, j'évoquais quelques rendez-vous, on pourrait aussi citer les mobilisations de contestation contre le CPE en 2016, ou la loi travail en 2006 pour le CPE, ou la loi travail en 2016. Le premier acte, et je conclus mon propos sur ce sujet avant de répondre directement à la question concernant l'évolution législative, les premiers actes du mouvement des Gilets jaunes ont été le terrain de l'ultra-droite. D'ailleurs, dès le 24 novembre, j'avais évoqué les séditieux d'ultra-droite, ça m'était sérieusement reproché. J'avais d'ailleurs critiqué Marine Le Pen, qui avait interrogé sur le pourquoi on ne rassemblait pas et on n'autorisait pas les rassemblements sur l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Mais ce qui est intéressant dans le sujet, je ne veux pas de propos politiques sur ça, dans le sujet qui nous intéresse, c'est de voir comment les premiers actes étaient ceux de l'ultra-droite. Et d'ailleurs, vous vous souvenez certainement de cette une involontaire, semble-t-il, de Paris Match du 6 décembre, qui mettait en scène Hervé Lalin, dit Rissen, dressant une bombe artisanale devant l'Arc de Triomphe. Il avait été rejoint par Yvon Benedetti. Et donc, ils ont tenu les premiers actes. Et puis l'ultra-gauche, qui au début ne participe pas à ça, on pourrait évoquer les raisons pour lesquelles il ne participe pas, se dire qu'il y a une opportunité, avec la stratégie du coucou de l'ultra-gauche, qui consiste à aller dans un mouvement global et à vouloir le faire dégénérer. Et donc, dès l'acte 4, l'ultra-gauche s'est battue dans les rues face à ceux qui étaient mobilisés de l'ultra-droite, a gagné, et ensuite a occupé l'espace pendant la suite des manifestations. Il faut avoir en tête qu'il était aussi difficile à l'époque de distinguer les casseurs des gilets jaunes radicalisés et des éléments d'extrême droite et d'extrême gauche qui, à un moment donné, tout ce petit monde se retrouvait allègrement pour marcher ensemble dans la rue. On a vu les dernières évolutions, je vais être rapide là-dessus, concernant l'ultra-gauche. C'est la récupération notamment des causes environnementales. Sainte-Soline l'a montré, mais ce n'est pas un phénomène totalement nouveau. Il faut se souvenir, par exemple, de la campagne de sabotage de tous les relais télé 5G, qui avait été organisée, et plusieurs centaines en France avaient été mobilisées. Et donc là aussi, il y a ces formes de mobilisation. Pour terminer mon propos introductif, sur la question de l'évolution législative.
D'abord, sur beaucoup de points que je viens d'évoquer, ça n'est pas à partir d'une évolution législative ou d'un texte que nous avons décidé de bouger. Et puis, il y a eu une opportunité législative sur un texte qui était porté par le groupe LR au Sénat et par Bruno Retailleau sur la gestion de l'ordre public, dans lequel, effectivement, il y avait cette interdiction de paraître qui a abouti au texte de la loi du 1er avril 2019. Je dis que je dirais toute la vérité, et puis j'ai une liberté politique aujourd'hui qui me permet de vous dire que pour moi, ce n'était pas un sujet essentiel. Il n'était pas absolument indispensable. Il était dans le cœur du texte, et le groupe LR qui portait ce texte à l'origine du Sénat y tenait. Et donc, je n'avais pas de problème de fond pour le faire. C'est une pratique. Je n'ai pas de problème de fond parce qu'en termes de liberté publique, elle se pratique dans le sport. Et donc, franchement, vu ce qu'on avait vécu, je pensais qu'elle pouvait se pratiquer. Mais la réalité est que nous connaissons à peu près les 2000 militants d'ultra-droite en France et les 3000, on est passé à 3000, ça progresse, d'ultra-gauche. Les services les connaissent. Généralement, quand il y a une manifestation, ils sont identifiés, ils sont repérés. Et cela ne se comporte jamais mal, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont à proximité des forces de sécurité intérieure. Par contre, ils organisent ces systèmes, ils les alimentent, ils utilisent les réseaux sociaux, ils les poussent, mais ceux-là ne sont pas directement les principaux casseurs. Cette mesure, si elle avait été adoptée et validée par le Sénat, aurait permis de mettre de côté les plus abrutis de ces violents, mais pas les leaders. Et d'ailleurs, c'est souvent la difficulté dans les interpellations, c'est qu'on interpelle ceux qui courent moins vite. Et donc, c'était une mesure qui aurait été utile, qui aurait permis au préfet, sous l'autorité du juge, de prendre des décisions d'interdiction de paraître. Elle n'a pas été retenue. Ça n'a pas, pour répondre à votre question, été un élément neutralisant l'action de nos forces empêchant l'action de nos forces de sécurité intérieure. Voilà, Monsieur le Président, désolé d'avoir été un peu long dans ce propos liminaire. Non, merci, Monsieur le Ministre. Ça permet effectivement de poser le contexte. Juste un élément de précision. À un moment donné, dans votre propos, vous dites que vous avez été amené, et vous citiez, je crois, le cas du Fouquet, à faire en sorte que on puisse le plus tôt possible disloquer les groupes à risque, ceci, enfin, dès le début, ou du moins dès lors que on voit que le risque est avéré. Ce qui ressort de nos auditions, c'est que ce que l'on peut qualifier de Black Bloc, le phénomène est de plus en plus massif. C'est-à-dire que tout à l'heure, préfet Delpech faisait référence, alors j'ai plus en tête la date précise de la manifestation, mais les services avaient remonté en quelque sorte une prévision de la présence de 800 personnes de type Black Bloc, et en réalité, ils furent 1400. Et donc, en fait, là où je voudrais que vous nous éclairiez un petit peu, c'est que ce phénomène semble quand même être de plus en plus massif. Enfin, quand vous avez 1400 personnes susceptibles d'être ultra-violentes, comment pouvez-vous procéder à une dislocation, puisque en réalité, on est là par rapport à quelque chose qui revient à une intensité très très forte, puisque plus du tout 30, 40, 50 ou même une centaine. Là, on est à plusieurs dizaines de centaines, et là, ça commence à être quand même très, très difficile. Donc, on voit bien qu'il y a ce premier effet. Donc, comment en fait faire face à cela. Et puis ensuite, il y a autre chose, vous l'avez évoqué et très très largement aussi dans votre propos, c'est que il y a une contestation de la manifestation organisée, c'est-à-dire, et là aussi on faisait référence au fait que eh bien par rapport à une manifestation organisée, il y avait un pré-cortège, en quelque sorte, donc 20 000 dans la manifestation organisée et 14 000 en quelque sorte en pré-cortège. Et donc là, évidemment, 14 000 personnes qui refusent de quelque sorte de rentrer dans les, je dirais, dans les règles habituelles, eh bien, ça devient, on imagine, de plus en plus difficilement gérable pour les forces de l'ordre. D'abord, un mot sur les black box. Je pense que vous avez eu l'occasion de parler avec des spécialistes du sujet, mais la difficulté du black box, c'est que ça n'est pas, contrairement à ce que certains pensent ou voire disent,
des personnes bien identifiées, qu'on connaît bien, qui se donnent rendez-vous pour foutre le bordel. Si ça marchait comme ça, ce serait assez simple. La réalité, c'est que ce sont, je vais être provocateur, mais je veux dire nos enfants. Ce sont nos enfants qui, à un moment donné, décident d'aller dans un mouvement contestataire pour une cause qu'ils jugent noble et qui, du coup, participent à un moment donné à une forme de radicalité. Moi qui suis un vieil élu local, j'ai le souvenir de, je veux dire, la pharmacienne par hasard qui, au moment des élections européennes, alors qu'elle votait traditionnellement toujours à droite, aux élections européennes, allait voter pour le nouveau parti anticapitaliste. C'était le petit moment de folie. Et hop, voilà, il y avait une émotion. En réalité, aujourd'hui, il y a des jeunes qui, confrontés à des sujets dont ils trouvent qu'ils sont déterminants pour leur propre avenir ou pour l'avenir de la planète, considèrent qu'il faut cette expression. Et je ne juge pas en disant ça. Et donc, du coup, vont participer. J'étais très impressionné quand on interpellait certains acteurs d'actes très violents pendant les manifestations des Gilets jaunes. Quand on les interpellait chez eux, on s'apercevait qu'on avait des étudiants brillants qui n'avaient aucun CV, aucun élément de leur tâche et qui, du coup, participaient à ça. Et donc, d'une semaine sur l'autre, d'une manifestation sur l'autre, ce sont des gens extrêmement différents. Par contre, il y a un cœur. Et l'évolution, en fait, que nous avons proposée avec Laurent Nunez après le 16 mars, était de dire, dès la constitution du cœur, on intervient. Quand vous avez effectivement 1600 personnes qui sont en position de combat, à ce moment-là, et vous êtes en pleine ville, ce n'est pas deux camps qui doivent s'opposer. Et ce n'est pas une logique de guerre. Et donc, il faut traiter de façon différente. Il faut essayer de limiter la mobilité du groupe, mais vous n'allez pas directement à l'interpellation. Dès que vous avez le début de la constitution du cœur, qui va agréger ensuite jusqu'à 1600 personnes, pour prendre l'exemple du préfet d'El-Puech, si vous intervenez à 20, à 30 sur le facteur déclenchant, à ce moment-là, et que vous traitez le facteur déclenchant, le collectif n'arrive pas à s'organiser. Je donne un exemple très précis. J'évoquais tout à l'heure le premier Forum pour la paix. La manifestation était organisée place de la République. Je vous le dis parce que c'était un apprentissage pour moi. Le principe du Black Bloc était de faire le tour de la place de la République en accélérant le dispositif pour de temps en temps pouvoir taper sur les forces de sécurité ou les institutions ou les banques ou les commerces qui étaient là. En fait, on a fait un système très simple. On a mis des véhicules, des objets en quinconce pour empêcher un mouvement dynamique. Et au fond, ce sont toutes ces méthodes-là que nos forces de sécurité, sous l'autorité des préfets, maîtrisent parfaitement, qui permettent d'intervenir. Donc, pour répondre très concrètement à votre question, l'évolution de la doctrine était effectivement de tenter, avant la commission de l'acte, mais dès la constitution du phare, qui est le Black Bloc, alors maintenant le parapluie noir ou le fait qu'on s'habille totalement en noir, quand il y a le cœur à 30 personnes, de neutraliser ce cœur immédiatement, de le casser, sans forcément arrêter les gens, mais de le faire se répartir différemment. Et ça a montré son efficacité. Mais ça ne permet pas systématiquement de gagner le rapport de force qui se crée à ce moment-là. Et c'est la deuxième question. Oui, pardon. La contestation de la manifestation désorganisée. C'est effectivement un vrai problème. Mais je crois que de toute façon, c'est un problème face auquel nous devons être. Une manifestation interdite, il n'est pas interdit d'y aller. Et donc à partir de là, de toute façon, vous ne pouvez pas être dans la situation de dire je vais embarquer tout le monde. J'étais confronté à ce sujet et j'ai eu droit à de nombreuses critiques au moment, suite au décès de cet Américain sous Floyd Landis, sous l'étouffement de policiers, il y a eu une grande mobilisation mondiale. Et elle a eu lieu à Paris et c'était quelques jours après la fin du confinement. Elle a été spectaculaire parce que, et je pense que c'était aussi lié au confinement, mais à l'émotion mondiale que nous avons connue. Il y avait près de 30 000 personnes qui ont manifesté, très jeunes. Et je me souviens avoir fait une matinale le matin où on m'a dit « mais elle est interdite, il faut l'empêcher ». Et j'ai eu des propos en disant « mais il faut aussi prendre en compte les réalités ». Cette manifestation, d'ailleurs, ne s'est pas mal passée, même s'il y a eu des tentatives d'intrusion dans le palais de justice que nous avons neutralisées. Mais j'ai dit « mais la loi, elle doit s'appliquer aussi avec une forme d'intelligence ». Et je pense que là aussi, il faut faire la différence entre les manifestations non déclarées, voire interdites, et la réaction des forces de l'ordre. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui, de toute façon, pour nos forces de sécurité, de dire on va mettre 10 000 policiers qui vont arrêter tout le monde, on va mettre tout le monde en garde à vue pendant 24 heures, on va régler le problème. C'est du pipeau, ça n'existe pas. Et donc là-dessus, il faut avoir une approche pragmatique. Ça n'est pas une doctrine, mais je pense que c'est efficace.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, je vais passer la parole à Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, la commission d'enquête ne porte pas sur la période où vous étiez ministre, et nous n'attendons pas de vous des réponses aussi circonstanciées que le pourrait le faire l'exécutif aujourd'hui. Et donc c'est plutôt à la fois une prise d'expérience, témoignage de votre part, qu'une audition en réalité à proprement parler. Dans les quelques éléments que j'avais en tête en vous écoutant, quand on regarde la situation à Sainte-Soline, un argument est souvent donné dans les auditions que nous avons pu exercer ces dernières semaines. Au fond, le problème vient de l'interdiction même de la manifestation. Si l'État n'avait pas interdit la manifestation, alors les choses seraient bien passées. Comment vous réagissez à ce type d'argument ? Il paraît important d'avoir votre regard sur ce genre d'argument. Deuxième question plus technique, elle porte sur la question des forces intermédiaires, des moyens intermédiaires. La mise à distance, les moyens intermédiaires. Comment vous appréciez cette situation, l'état des moyens intermédiaires, leur évolution éventuelle? Quel regard portez-vous sur ce sujet? Et puis une troisième question, qui est évoquée d'ailleurs par le DGSI, Nicolas Lerner, dans son interview au journal Le Monde. Il y a, et est-ce que ce sont des éléments dont vous aviez connaissance à l'époque, il y a aujourd'hui, semble-t-il, un risque relativement important d'affrontement entre ultra-droite et ultra-gauche, dont d'ailleurs la séquence que nous étudions, celle du 16 mars au mois de mai, pourrait être une forme d'accélérateur, avec cet argument qu'évoquait Nicolas Lerner. Alors, c'était à huis clos, mais je le dis parce qu'il a depuis eu des propos publics, donc on peut se permettre de les évoquer. Cette idée, au fond, que l'ultra-gauche aurait pris la rue, aurait gagné la rue, à travers un certain nombre de prix-cortèges, de violences qui ont été exercées ces dernières semaines, ces derniers mois, et qu'il y a une volonté désormais de l'ultra-droite d'aller au combat vers l'ultra-gauche. Est-ce que c'est un risque dont vous aviez connaissance à l'époque de vos fonctions, et comment vous appréciez cette observation qui a été faite par le DGSI et qui est plutôt alarmiste sur à la fois l'évolution de l'ultra-gauche, et j'entends ce que vous avez dit sur la cause environnementaliste, une forme d'infiltration, et sur le risque d'affrontement avec l'ultra-droite. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vous passe tout de suite la parole, Monsieur le ministre. Sainte-Soline, c'est la cause de l'interdiction. Ça me fait penser au fait que souvent, j'ai eu en responsabilité l'occasion d'entendre des reproches qui m'étaient faits par des maires sur la gestion de l'ordre public. Et souvent, j'ai eu l'occasion de dire, mais il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez qu'à la prochaine manifestation, nous désengagions la totalité des forces de sécurité intérieure qui serait la cause des désordres que vous évoquez, et que dans votre commune, il y ait zéro force de sécurité intérieure et on va vous faire toute confiance pour organiser des escalades, dites-le moi. Je n'ai jamais eu de retour positif à cette suggestion. Et donc je crois qu'il faut poser la question des conséquences de l'interdiction, des conséquences de l'équipement, de la conséquence de l'intervention, et il faut interroger les modalités de gestion de l'ordre public de façon permanente. La situation actuelle n'est pas satisfaisante de toute façon, et donc évidemment elle devra encore évoluer. Mais je crois que ceux qui se contentent de considérer que la cause c'est l'interdiction sont les mêmes qui tiennent les discours qui justifient ou qui excusent d'actions violentes et qui du coup contribuent à la banaliser. Pour moi, l'action violente est violente. La loi, c'est la loi. Quand on met à sac une école ou quand on met à sac un commerce, pour moi, ça relève d'une interdiction liée à la loi. Ensuite, on peut avoir un jugement de valeur sur le sujet, mais dans les deux cas, c'est interdit par la loi. Et jamais je n'accepte qu'on puisse encourager à ne pas respecter cette loi. Sur les moyens intermédiaires et le matériel, ça fait partie des sujets. On a fait, enfin, je me souviens avoir fait travailler, notamment dans la préparation du nouveau schéma, sur du benchmark international. On a quelquefois évoqué les chevaux. Même en Angleterre, la technique de protection des chevaux a évolué parce que certains avaient pris l'habitude de couper les jarrets des chevaux. Et donc la violence, de toute façon, sur les différentes formes de protection est différente. En Allemagne, on utilise beaucoup plus les engins lanceurs d'eau de façon massive. Et France, on utilise peu. Peut-être que c'est un sujet qui peut évoluer. Puis ensuite, il y a les outils qu'on utilise ou les armes qu'on utilise. J'ai interdit les GLI F4. Les GLI F4 avaient une vraie efficacité. C'était des grenades qui permettaient, dans un moment où
un fonctionnaire de nos forces de sécurité se sentait acculé de pouvoir l'utiliser avec une très forte explosion. La cause de l'explosion, c'était l'explosif, et il y a eu un certain nombre d'accidents graves, quasi systématiquement liés au fait que des manifestants prenant dans la main la Gliev 4 pour la renvoyer sur les forces de sécurité intérieure, vous voyez l'explosion au moment où il la prenait dans la main et des mains arrachées. Je pense que la solution la plus simple est d'éviter de prendre la grenade explosive et de la renvoyer sur les forces de sécurité intérieure. Mais j'ai fait le choix d'interdire les Gliev 4. Nous en avions en stock près de 80 000 et nous avons neutralisé le stock de près de 80 000. Et puis, il y a d'autres outils comme le LBD qui a fait débat. Je rappelle qu'au mois de janvier 2019, c'est-à-dire quelques jours après le démarrage, j'avais expressément demandé par une note circulaire aux policiers, les gendarmes le faisaient déjà, de déclencher systématiquement, sauf légitime défense dans des proportions de délai extrêmement courtes, les caméras piétons. Et nous avons pu constater une baisse significative du nombre de tirs. Le principe du LBD, c'est de tenir à distance une foule qui est agressive. Ce n'est pas de tirer sur quelqu'un qui ne présente pas de dangerosité particulière. Par contre, c'est une arme qui permet d'éviter, dans certains cas, l'utilisation d'une arme létale. Et donc, c'est un sujet aussi, mais je comprends votre interrogation. Je pense que, de toute façon, la technologie et le matériel évoluant, il faut faire évoluer. Et il faut, quelque part, avoir des hommes spécialisés et formés qui respectent une doctrine extrêmement stricte et qui soient contrôlés. Un tir de LBD chez les gendarmes doit être autorisé par le chef du groupe d'intervention avant le tir. Je pense qu'il y a des dispositifs qui peuvent encore monter en puissance sur ce sujet. Sur les risques d'affrontement entre ultra-droite et ultra-gauche, d'abord, ça fait partie de la mythologie de ces groupes. C'est la cerise sur le gâteau du combat. Et donc, très régulièrement, une partie de l'ultra-gauche est composée en deux grandes familles. Les antifas font partie d'une de ces familles, c'est la moitié des effectifs, et s'organisent, se structurent dans la volonté de casser du fasciste. Et donc, ça fait partie de leur mythologie, de leur acte. J'ai évoqué les Gilets jaunes, où on a vu la bascule, et on a vu, enfin si j'ai en tête, mais c'est pas très intéressant, les lieux où d'ailleurs les confrontations, les affrontements s'étaient faits, et la bascule d'une ultra-gauche qui l'a emporté sur l'ultra-droite à partir de l'acte 3 ou de l'acte 4 dans la rue. Ces phénomènes montent en puissance, et la radicalité de ces phénomènes monte en puissance. Ce que je sais, c'est qu'au moment où on se parle, l'ultra-droite présente une dangerosité en haut de spectre, c'est-à-dire sur le risque terroriste, plus élevée que l'ultra-gauche. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure sur mon approche par cycle, vous pouvez voir des phénomènes qui font que la radicalité peut venir. Elle a existé chez l'ultra-gauche, elle n'est plus au même niveau de violence aujourd'hui, elle peut revenir. Je crois que Nicolas Lerner a rappelé que depuis 2017, 10 attentats terroristes issus de l'extrême droite ont été neutralisés, un seul du côté de l'ultra-gauche. Mais je crois que les tensions que nous connaissons contribuent à cela. Pour répondre à ces sujets, je pense que les dissolutions d'associations sont importantes. J'ai le souvenir d'avoir dissous des associations comme Blood and Honor Hexagone, comme le Bastion Social, comme Combat 18. J'ai lu un papier dans Libération qui faisait état du fait que, en le voyant dans Libération, que j'avais dissous un grand nombre d'associations, toutes d'ultra-droite, d'extrême droite ou liées à la mouvance terroriste islamique, et que nous n'avons eu aucun recours qui nous a fait perdre sur ces sujets. Mais je pense que c'est aussi une façon d'agir et de permettre de neutraliser ce risque-là. Je rajoute un dernier point, puisque vous évoquiez Nicolas Lerner. Le sujet du renseignement est majeur. Nous avons connu, sur une échelle de 15 ans, une faiblesse du renseignement. Le renseignement remonte en puissance et aujourd'hui présente une capacité d'information et d'intervention de très haut niveau. J'ai évoqué tout à l'heure le sommet de Biarritz. Si nous avons réussi avec Laurent Nunez la gestion du sommet de Biarritz, c'est parce que le renseignement a été d'une très grande efficacité. Et la coopération internationale aussi a été d'une grande efficacité. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais passer la parole à Madame Diaz.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Parmi les éléments que nous déplorons à l'occasion des manifestations déclarées ou non déclarées, mais dans la période qui nous occupe, ce sont les slogans anti-flics qui revêtent une violence inouïe. Et il faut le dire, les forces de l'ordre sont épuisées, leur morale est en berne, elles expriment régulièrement un malaise profond. Et récemment, la Cour des comptes a pointé du doigt la grande démission au sein de la police nationale, la crise des vocations et les difficultés à fidéliser les effectifs. Cet épuisement physique, mais aussi moral, ne date pas d'hier. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que le point de bascule n'a pas eu lieu en juin 2020, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, et je vais vous rappeler des événements qui ont marqué toutes les forces de l'ordre dans toutes les villes de France. Moi, je me souviens, j'étais aux côtés des forces de l'ordre à Bordeaux. C'est quand les policiers ont jeté leurs menottes à terre pour exprimer leur sentiment, le sentiment d'être lâchés, désavoués, jetés en pâture par la hiérarchie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je vous pose la question, est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là que chez les forces de l'ordre, à l'encontre des forces de l'ordre, il n'y a pas eu une porte ouverte vis-à-vis de la criminalisation que l'on fait régulièrement à leur encontre? Est-ce que c'est pas à partir de là qu'il y a eu un sentiment de galvanisation, d'impunité, où l'on pouvait stigmatiser les forces de l'ordre, les accuser, les soupçonner d'absence de probité, et finalement tout ceci favorise un terreau où prospère la haine anti-flic et même la banalisation de la violence à leur encontre. Je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Monsieur le ministre, je vous repasse la parole. J'évoquais le contexte historique de ces phénomènes. Nous pourrions évoquer le contexte historique du rejet par l'ultra-gauche de la police. Le mot ACAB, l'acronyme ACAB, n'est pas né en juin 2020, même si vous avez envie de le souhaiter. Nous sommes loin de ce sujet-là. Je reprendrai volontiers votre propos quand vous dites que les policiers ont jeté leurs menottes à terre. Il y a eu 1% de policiers, 1500 sur 150 000, qui ont eu l'occasion d'exprimer, non pas sous forme de grève, mais d'exprimer un mécontentement et une condamnation de mes propos tels que je les avais tenus le 8 juin 2020. Et je voudrais vous rappeler le contenu de cette conférence de presse. Elle visait 3 objets. Le premier, c'était la réforme de l'IGPN, dont je pense qu'elle ne doit pas être figée sur elle-même, et d'ailleurs elle a été en partie réformée. Le deuxième, c'était tolérance zéro contre le racisme dans la police. Et je n'ai jamais dit que la police était raciste, et bien souvent, ça m'a été reproché, mais j'ai dit tolérance zéro, parce qu'il peut arriver que dans la police, il y ait du racisme. Et je pense que quand on porte l'uniforme sur ce sujet, aucun acte raciste n'est tolérable. Et puis, un troisième sujet qui concernait les techniques d'interpellation comme la clé d'étranglement. Et je souhaitais interdire la clé d'étranglement, ce que le président Trump avait fait aux États-Unis. Je n'ai pas l'impression qu'il soit totalement laxiste, que la pénitentiaire avait fait depuis une vingtaine d'années, alors que vous savez que dans la pénitentiaire, il n'y a que les moyens physiques en cas de conflit pour intervenir, et c'était interdit, et que la gendarmerie avait interdit depuis 2010, je crois. Et c'est sur ces 3 sujets qu'il y a eu une expression syndicale, et je vous dis 1% de policiers qui ont manifesté leur désaccord. Je ne crois pas que la grande démission, et je reprends vos mots, qui est un phénomène, un mot qui vient des États-Unis d'Amérique suite au Covid, ne soit lié à mes propos de juin 2020. Je pense qu'aucun policier ou gendarme de ce pays ne tolère et ne trouverait anormal de ne pas tolérer le racisme, et aucun policier ne souhaite utiliser des techniques qui prennent le risque de le voir lui-même mis en cause parce qu'une personne meurt. C'est ce qui est arrivé sous mon autorité avec Cédric Chouviat, qui, par une technique qui a été peut-être mal utilisée à ce moment-là, est mort à un moment d'intervention. Et je peux vous dire qu'il est la première victime, mais que les policiers eux-mêmes sont victimes d'un système qui les a amenés à utiliser une pratique qui était légale, mais qui est dangereuse en soi. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, Monsieur Caron... ensuite, Monsieur Madès, puis Monsieur Taverne. Donc, Monsieur Caron, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, bref préambule. D'abord, j'ai cru vous entendre tout à l'heure amalgamer
le multicondamné raciste Éric Zemmour et la France insoumise comme étant à vos yeux des dangers dans le paysage politique, dangers pour la démocratie. Je note d'ailleurs au passage que vous prenez soin d'épargner Marine Le Pen, ce qui est un petit peu surprenant. Mais surtout, je vous mets au défi de trouver dans les propos de la France insoumise le moindre mot, le moindre appel qui soit une atteinte aux valeurs de la République française. Cela étant dit, le Rassemblement national qui voudrait donner des leçons aujourd'hui. On aura tout vu. Cela étant dit, j'en viens à l'objet de notre commission. Les violences dans les manifestations. Vous avez expliqué la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, accroître la réactivité, la mobilité, et donc aller au contact, impacter, comme on dit, les manifestants, c'est-à-dire leur rentrer dedans, hein, pour être clair, sans délicatesse. Je rappelais d'ailleurs tout à l'heure, lors de l'audition précédente, que vous avez démis de ses fonctions le préfet d'Elpech, parce que vous considériez à l'époque que, justement, il faisait preuve, lui, peut-être d'un manque de fermeté dans la manière de gérer les manifestations. Il n'était pas assez violent, peut-être parfois, à vos yeux. Mais vous dites aussi, vous avez dit tout à l'heure, nous n'avons pas abandonné la doctrine de maintien de l'ordre à distance. En l'absence de violence, les forces de l'ordre encadrent les manifestants et donc ne chargent pas. Hein. Or, dans cette commission, mes collègues le savent, j'ai eu l'occasion de rappeler à maintes reprises les nombreuses violences gratuites documentées qu'ont subies des manifestants absolument pacifiques de la part de forces de l'ordre. Encore aujourd'hui, nouvelle information, la LDH vient de sortir un rapport, j'arrive, c'est important parce que c'est l'objet de notre commission, un rapport sur les violences à Sainte-Soline sur lesquelles nous enquêtons. Ce rapport est accablant pour les autorités, puisque par exemple le président de la LDH nous dit que les rapports de la préfète des Deux-Sèvres et celui du directeur général de la gendarmerie nationale présentent des éléments factuellement faux et constituent, selon nous, une réécriture des événements. On peut même dire qu'il y a eu de leur part une volonté de tromper l'opinion publique. Car contrairement à ce que ces deux rapports avancent, à Sainte-Soline, ce sont les forces de l'ordre qui ont initié les hostilités. Ma question est donc la suivante. Comment expliquez-vous, monsieur le ministre, ces violences répétées, documentées, des forces de l'ordre contre des manifestants pacifiques? Est-ce que ça veut dire que la doctrine de maintien de l'ordre est mal comprise? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des ordres mauvais qui sont passés? Ou alors, tout simplement, est-ce qu'il y a un problème dans le recrutement des forces de l'ordre qui sont chargées d'encadrer ces manifestations? Monsieur le ministre, je vous repasse la parole. Merci. Je reviens sur les deux premières remarques politiques. J'épargne Marine Le Pen. On ne se connaît pas, M. Caron, mais je pense que mon combat politique personnel a toujours été à l'avant-garde du combat contre Marine Le Pen et l'extrême droite et le Front National et le Rassemblement National aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de leçons à recevoir de quelqu'un qui siège dans un groupe avec un collègue député à LFI qui a été élu contre moi sur demande de Marine Le Pen et de M. Louis Alliot. Je suis le seul député de France pour lequel Marine Le Pen et Louis Alliot ont appelé à me faire battre et à voter à LFI. Je pense que pour vous... Non mais je parle... Monsieur Caron, il est inutile. Ne vous énervez pas. Monsieur Caron, Monsieur Caron, non mais monsieur, mais alors c'est factuellement, Monsieur Caron, c'est factuel. Monsieur Caron, Monsieur Caron, ne faites pas du propos global. Vous m'avez interpellé personnellement en me reprochant de ne pas avoir mis en cause Marine Le Pen. Je vous réponds, mais je vais y venir. Rassurez-vous. Je vous réponds précisément sur le fait que je suis un député sortant battu par un candidat LFI qui d'ailleurs a diffusé sur les réseaux sociaux l'appel à me faire battre de Marine Le Pen. Et je vais vous dire, j'en ai jamais voulu à Marine Le Pen ni à Louis Alliot parce que dans la vie politique, il faut assumer ses combats. J'ai toujours mené le combat sans compromission contre l'extrême droite, le Rassemblement national, le Front national et Marine Le Pen, notamment dans ma région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en me retirant des élections régionales en 2015 pour empêcher Marion Maréchal Le Pen d'être présidente de ma région. Et je trouve normal, du coup, qu'une ligne politique contre laquelle je me suis battu est appelée à me faire battre. Mais je n'ai pas de leçon à recevoir quand je vois le résultat de cela. Quant à savoir si je ne trouverai jamais aucun mot... Monsieur Caron, quant à savoir si je ne trouverai jamais aucun mot ou aucun... Quant à savoir si je ne trouverai jamais aucun mot ou aucun propos de la France insoumise que je peux lier à la radicalisation du débat, je vais juste vous citer ces phrases. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser.
Tout doit être interpellé, tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en un peuple révolutionnaire? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte. Moi, je n'appartiens pas à une famille politique qui pense qu'il faut tout conflictualiser. Je répète, tout conflictualiser. Alors, si vous voulez, et encore moins à l'apaisement, et surtout quand on fait la distinction face à... Surtout, non mais attendez, vous m'interpellez sur des phrases dont je considère, parce que je reprends mes mots précisément, je disais la conflictualisation, vous avez répondu à mes mots. Mes mots étaient lesquels? Non pas ceux que vous pensez avoir entendus. Oui, j'ai dit la conflictualisation permanente du discours de la France insoumise n'est pas sans effet non plus. Eh bien, je vous le redis, les yeux dans les yeux. Quant à votre question, vous voulez vous convaincre que la violence est par nature celle de la police. Moi, par expérience, je sais que la violence est par nature celle de ceux qui viennent dans les manifestations pour se confronter directement aux forces de sécurité intérieure, pour leur lancer des bombes d'acide, pour leur lancer des cocktails Molotov, ou qui veulent casser. Et dans ce cadre-là, les forces de sécurité intérieure sont les seules légitimes à utiliser la force. Ce doit être proportionné. Et je l'ai toujours dit comme ministre de l'Intérieur, quand il y a des fautes, et il peut y en avoir, elles doivent être sanctionnées. Merci beaucoup. Monsieur Madès, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, et bonsoir, Monsieur le Ministre. Excusez-moi, j'étais un peu perturbé par ce qui vient de se passer. Je voulais revenir sur ce que vous avez vécu à l'époque en tant que ministre de l'Intérieur, si je ne dis pas de bêtises, place de la République à Paris, lors d'un démantèlement d'un camp sauvage qui avait été imposé par des élus et des associations d'ultra-gauche et de gauche, avec certains élus qui étaient présents avec leur écharpe et qui avaient le contact des agents de police. Si vous pouvez nous rappeler comment vous avez vécu les choses en interne, parce qu'on sait que c'est compliqué pour les agents de police de pouvoir intervenir facilement face à des élus qui portent leur écharpe et qui viennent au contact du plexiglas de ces agents. On a vu les images, hein, donc je ne fais que rappeler ce qui s'était passé. Et quel est votre point de vue aujourd'hui quand on voit les manifestations de ce week-end où certains des élus de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts se pavanaient, écharpe bleu, blanc, rouge sur eux, au cri de « tout le monde déteste la police ». Alors, la manifestation, enfin l'intervention dont vous parlez, je crois, a eu lieu en juillet 2020, mais je n'étais plus ministre de l'Intérieur. Et donc, je ne peux pas la commenter. Mais je sais qu'il est difficile pour les forces de sécurité, quand elles doivent faire appliquer la loi, d'être confrontées à des élus, à des membres de la représentation nationale, parce qu'effectivement, ils savent que c'est un élément de tension supplémentaire. Je sais que l'exercice est plus difficile, mais je ne peux pas répondre. Sur votre deuxième question, qui sort de notre discussion, mais qui est plus politique, j'ai pu observer cela. Je vais prendre un peu le contre-pied. Moi, je ne suis pas totalement choqué par le fait que des élus puissent dire qu'ils ne partagent pas, même une décision de justice, dans leur fonction d'élu, ça n'est pas le cas pour l'exécutif, même si sur une manifestation interdite. Par contre, je pense que la dignité d'un élu aurait été de quitter immédiatement cette manifestation quand ils entendent les cris de « tout le monde déteste la police », à la fois par éthique, par morale, mais aussi parce que quand on représente notre pays, on est censé s'intéresser à l'opinion publique et chacun sait que les forces de sécurité intérieure sont largement soutenues dans notre pays. Merci beaucoup. Il y avait une demande de prise de parole, Monsieur Taverne, donc je vous passe la parole, et puis ensuite Monsieur Odoul. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, je voudrais quand même rappeler le ras-le-bol des policiers. Comme ma collègue Edwige Diaz l'a évoqué, il y a quasiment 10 000 démissions. C'est un rapport de la Cour des comptes. Donc ensuite, il y a forcément une présomption de culpabilité des policiers. Et puis, on a entendu le ministre de l'Intérieur dire que, oui, effectivement, ils ne sont pas trop diplômés. Hein, donc, bon, faut faire avec. Hein, il faut essayer de les former du mieux possible. Pour le coup, il a raison. Mais dans les faits, ce n'est pas fait. Concernant le maintien de l'ordre, vous avez effectivement rappelé le retrait de la grenade lacrymogène instantanée, la GLI F4. Durant nos auditions, les policiers et les gendarmes ont été clairs. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, plus les violences étaient importantes dans les manifestations, c'est-à-dire les violences exercées contre les forces de l'ordre, et moins ils avaient de moyens. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, leurs moyens étaient retirés. Donc on a évoqué la GLI,
On évoque également la méthode dite d'étranglement. Et clairement, la méthode d'étranglement dans le contexte police n'existe pas. Donc, à chaque fois quand il y a malheureusement un fait, on enlève une technique. Et puis aux États-Unis, bon, effectivement, mais parce qu'ils utilisent beaucoup plus de moyens intermédiaires, notamment le pistolet à impulsion électrique. Donc, en fait, ce sont deux contextes complètement différents. Ensuite, concernant le lanceur de balles de défense, effectivement, il a été donc, sous votre autorité mise en place de superviseurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, être superviseur, c'est extrêmement compliqué. Donc, en fait, comme disait le professeur Alain Bauer, c'est-à-dire qu'on écoute la hiérarchie, mais les policiers de terrain qui ont une technique, qui ont une stratégie, qui ont une vision, en fait, on ne les écoute pas, on les méprise. Donc, je pense que c'est ce qui a été fait pendant quelques années. Et notamment aujourd'hui dans les violences, plusieurs milliers de policiers blessés, plusieurs milliers également de gendarmes blessés, notamment par soit le retrait de moyens dits intermédiaires. Donc aujourd'hui, pour vous, quelle serait véritablement la technique à adopter par rapport à ces groupuscules violents? Soit aller à l'impact, donc à la percussion, pour essayer de les disloquer, comme vous l'avez dit à juste titre. Mais les techniques françaises veulent, et c'est ce qui fait notre renommée, qu'on garde à distance. Mais le problème, c'est que plus on enlève de moyens, moins on a la possibilité de garder la distance, et plus nous avons de policiers blessés. Parce qu'en face, ils utilisent des engins explosifs improvisés, etc. Ils n'hésitent pas à utiliser vraiment des moyens extrêmement dangereux. Donc pour vous, quelle est votre stratégie qu'on pourrait adopter justement pour garder cette distance en utilisant les moyens appropriés pour les groupuscules violents? Merci. Monsieur le ministre, je vous repasse la parole. Sur le ras-le-bol de la police, je pense qu'on a connu une crise qui a débuté en 2015, à un moment où, confronté aux violences terroristes, jusqu'à 2015. À un moment où, confronté à de très grandes violences terroristes, on s'est aperçu qu'on avait fragilisé notre édifice de sécurité, notamment par des coupes massives d'emplois. Depuis 2015, il y a eu des vagues de recrutement sous François Hollande, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec 10 000 embauches supplémentaires qui ont été faites, 10 000 nettes. Mais il y a un problème avec le départ à la retraite que vous avez soulevé à juste titre, qui accélère du coup la nécessité de remplacer. Et là, il y a un problème, c'est que du coup, on ne forme pas assez. Mais ce sera rattrapé. Et puis, je crois, un engagement pris par l'actuel ministre de l'Intérieur de 8 000 supplémentaires devant la représentation nationale par la loi de sécurité intérieure, qui permet de monter en puissance. Ensuite, il y a les niveaux d'équipement. Sous mon autorité, le ministère de l'Intérieur et en particulier les forces de sécurité intérieure ont eu un budget qui a augmenté d'1 milliard, avec des primes de revalorisation des salaires, notamment pour les CEA, 130 € en moyenne par mois. Et je sais que Gérald Darmanin a poursuivi cela et a même obtenu des budgets que le ministre du budget de l'époque négociait avec le ministre de l'Intérieur que j'étais, et a obtenu des budgets qui permettent aujourd'hui de remonter le niveau. Je pense qu'il faut continuer cet effort, et c'est le cadre de la LOPSI qu'a présenté le ministre de l'Intérieur et que vous avez, je crois, adopté. Enfin, que vous avez adopté. Je n'ai pas regardé qui a voté quoi. Ça n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais je pense que c'est important. Ensuite, il faut réaffirmer notre confiance dans la police, mais la confiance n'exclut pas l'exigence, mais aussi les évolutions. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait d'avoir une nostalgie pour la clé d'étranglement. Je pense que si la quasi-totalité des polices du monde hors dictature ne pratiquent pas la clé d'étranglement, c'est parce qu'elle présente une dangerosité. Et je le dis, même pour les hommes et les femmes qui doivent l'utiliser, il est bon de les en protéger, parce qu'il n'y a rien de pire au moment d'une interpellation, comme celle que j'évoquais tout à l'heure, d'imaginer qu'on a causé le décès d'un homme. Et je pense aussi à la dimension personnelle pour le policier, pour l'équipe de policiers qui interviennent, pour tout le monde. Et donc, il faut trouver ce point d'équilibre. Mais il ne faut pas les déséquiper, il ne faut pas les désarmer. Et je n'ai jamais tenu ce discours, je pense qu'il ne devra pas être tenu. Ensuite, il y a une contradiction dans votre question, ou un petit mélange, mais je ne veux pas polémiquer, même si ça va m'être reproché, parce que je polémique pas avec vous, mais je veux pas, non, c'est pas le sujet. Vous mélangez un peu entre l'intervention sur un black box et la distance. Ce que je dis, c'est que la stratégie, c'est celle de la distance. Par contre, il faut percuter le black box, là, c'est une percutation physique. Et on va au contact. Et nous savons, quand nous sommes ministres de l'Intérieur, qu'en allant sur cette technique, on augmente le risque de blesser.
Et donc, mais nous pensons que c'est la bonne chose. Par contre, ça peut être là une question de moyens, parce qu'on n'est pas, quand on va percuter, c'est pas avec le LBD. Quand on va percuter, c'est pas avec des moyens ou des grenades de type GLI ou celle qui l'a remplacée. C'est une percutation physique. Ma préconisation, elle est liée au renforcement du renseignement global, au renforcement du renseignement sur ces sujets. Il faut encore le faire monter en puissance sur les ultras au sens large, mais elle est aussi effectivement de renforcer les moyens, y compris de type véhicule. Et je pense que les engins lanceurs d'eau sur la gestion de ces manifestations qui dérapent sont une bonne préconisation. Mais surtout, elle est le principe de spécialité. Et c'est la volonté conduite par l'actuel ministre de l'Intérieur. Et dans l'esprit du schéma national de maintien de l'ordre que nous avions préparé avec Laurent Nunez et qui est en vigueur aujourd'hui, qui est celle de faire en sorte que ce soient les unités spécialisées, parce que les policiers, je reprends votre propos global du début, qui sont sur le terrain en bac, ne sont pas les plus habilités pour intervenir sur le maintien de l'ordre. Et c'est aussi parce qu'on a affaibli notre dispositif du maintien de l'ordre, notamment les escadrons qui avaient perdu un quart de leurs effectifs, sur les territoires, les CRS à peu près les mêmes proportions. Et donc, du coup, là, on a diminué le nombre de CRS dans une compagnie, on a diminué le nombre de gendarmes dans un escadron, et donc on a affaibli le dispositif. Je pense qu'il faut remonter le niveau de capacitaire sur la gestion de l'ordre public, sachant qu'un policier dans une CRS ou un gendarme dans un escadron ne fait pas que de l'ordre public, et que s'il n'y a pas de désordre public, ce que nous appelons tous de nos voeux, ils peuvent parfaitement intervenir sous l'autorité des préfets pour faire de la sécurité publique. Ils le font bien aussi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Odoul, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Monsieur Castaner, j'aimerais en préambule réagir à votre appréciation de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de champ de guerre. Je tiens à vous rappeler très simplement que l'Assemblée nationale, c'est d'abord le champ de la démocratie. Quelles que soient les idées, les opinions qui peut-être vous déplaisent, quelles que soient les divergences que nous avons dans cette salle, nous sommes ici parce que le peuple souverain l'a décidé, et c'est aussi le peuple souverain qui a décidé de ne pas vous reconduire. C'est ni Marine Le Pen ni Louis Alliot, ce sont les électeurs de votre circonscription. Ensuite, je voulais revenir dans le prolongement de la question de ma collègue Edwige Diaz sur finalement la responsabilité de votre ministère et de vos déclarations. Nous parlons dans cette commission d'enquête de manifestations interdites et pourtant autorisées, c'est-à-dire que la loi n'est pas respectée, c'est-à-dire que l'autorité administrative est violée. Et c'est vrai que tout est parti de cette fameuse manifestation de juin 2020. Donc vous avez parlé d'émotion internationale, vous avez eu cette phrase malheureuse, l'émotion dépasse les règles juridiques. Et c'est vrai que si on part de ce postulat-là, tout est possible. Toutes les infractions sont possibles. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et finalement, ça exonère tout citoyen d'une responsabilité et surtout du respect élémentaire de la loi de la République. Et sur ces manifestations, d'ailleurs, que vous avez un peu balayées avec beaucoup de légèreté, en disant que c'était des jeunes, en disant que c'était à la suite du meurtre de George Floyd, vous avez tout à l'heure été ému des slogans « Tout le monde déteste la police ». Je vous invite à revoir les vidéos de cette fameuse manifestation où des milliers de personnes scandaient « Tout le monde déteste la police ». Je ne vous ai pas entendu vous en offusquer à l'époque. Et où d'ailleurs, où ce n'était pas de simples jeunes qui manifestaient, mais le comité Traoré, bien organisé, pour cracher, comme il le fait régulièrement, sur les forces de l'ordre et les serviteurs de la République. Donc moi, ma question, c'est très simple, c'est est-ce que vous regrettez cette petite phrase qui finalement, aujourd'hui, légitime des infractions, légitime l'organisation de manifestations interdites, puisque finalement, quand les responsables politiques ne sont pas capables de faire respecter la loi, comme ça a été votre cas, mais effectivement, ça encourage les fauteurs de troubles à l'enfreindre. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous repasse
de vous la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je suis un citoyen libre et donc mes commentaires sur la motion n'engagent que moi. Mais je suis un citoyen libre à qui il arrive de regarder ce qui se passe dans l'Assemblée nationale et je pense que mon opinion exprimée tout à l'heure est assez révélatrice de l'opinion de beaucoup d'observateurs de ce qui s'y passe. Et je le regrette. Et je pense que les parlementaires doivent aussi le regretter, sauf s'ils considèrent que de la chienlit n'est un accès au pouvoir, mais je pense que la chienlit n'est pas la meilleure façon de préserver la démocratie. Je reprends volontiers vos mots. Manifestation interdite et pourtant autorisée. Vous avez à la fois un problème de droit et à la fois un problème de mémoire. Un problème de droit, c'est que cette formule ne veut strictement rien dire, parce qu'à aucun moment cette manifestation a été autorisée. Par contre, un ministre de l'Intérieur est confronté à une question simple. Peut-il l'empêcher ? Quand vous avez 30 000 personnes qui viennent sur une manifestation, vous pouvez décider de faire appel à l'armée, vous pouvez décider d'encercler Paris, de couper le périphérique et d'imaginer des moyens absolument exceptionnels pour l'empêcher. Ou alors, vous pouvez chercher à avoir une réponse proportionnée qui prend en compte l'émotion du moment et l'émotion de la jeunesse. Et dans cette émotion du moment, il y avait aussi la sortie du confinement. Je l'ai abordé tout à l'heure, vous semblez ne pas l'avoir entendu, mais ça faisait partie des éléments de contexte. Et je pense que l'intelligence politique, ce n'est pas de s'appuyer sur une doctrine ou sur un dogme, mais c'est au contraire de prendre en compte les éléments factuels d'une situation et de donner le bon ordre. Peut-être que le ministre de l'Intérieur aurait pu à ce moment-là demander à toutes les forces de sécurité intérieure de venir sur Paris et de charger. C'est ce qu'avaient fait certains responsables politiques à certains moments, et c'est ce qui a pu générer un grand nombre de morts dans les manifestations. Et je peux vous dire que quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous n'êtes pas un commentateur, vous êtes celui qui doit se poser cette seule question, d'éviter absolument une escalade de gravité et des morts. Et donc ce jour-là, je considère que nous n'étions pas en capacité d'empêcher la manifestation dans des conditions qui auraient garanti la sécurité de ceux qui venaient manifester, mais aussi de ceux qui étaient dans le palais de justice. C'est cela dont on parle. Alors ensuite, vous pouvez polémiquer. Mais non seulement vous faites aussi une erreur historique après avoir fait une erreur de droit, l'erreur historique est de penser que les désordres dont on parle auraient commencé en juin 2020. La même erreur que vous faites en disant que c'est le comité Traoré qui a organisé cette manifestation, ça n'était absolument pas le cas. Le comité Traoré avait organisé une manifestation le samedi suivant et un ou deux samedis d'après, mais absolument pas sur cette manifestation-là. Et pour ce qui est de savoir si j'avais à l'époque eu l'occasion de condamner le « tout le monde déteste la police », je l'ai fait très régulièrement. Il m'est arrivé de porter plainte sur ces sujets, y compris d'ailleurs contre Jean-Luc Mélenchon, quand il avait eu une expression sur la police que je ne trouvais pas acceptable, où j'avais fait un article 40 sur ce sujet. Et donc là aussi, je pense qu'on peut se faire plaisir, mais on peut aussi regarder la réalité en face et penser que quand vous êtes en responsabilité, une décision doit prendre en compte des éléments de contexte. Et je vais vous dire, c'est ce que font chaque jour, chaque nuit, les 250 000 gendarmes et policiers de notre pays. Ils n'appliquent pas une doctrine bête et méchante, ils font preuve d'intelligence. Il faudrait que chacun essaye. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, mes chers collègues, nous allons clore cette audition. Nous nous retrouvons dès demain pour deux autres auditions. Pour information, elles se dérouleront juste à côté, en salle de la Commission des finances, donc qui est voisine à celle-ci. Je vous remercie. Bonne soirée à toutes et à tous.